Salut, c'est Baptiste, aujourd'hui on est à Flamanville. J'ai une petite question pour toi, je vais te mettre un sondage là. Est-ce que pour toi le nucléaire c'est bien ou c'est mal? Donc voilà, je te laisse répondre au sondage. Pendant ce temps-là, on va aller faire le tour de la ville parce que j'ai pas envie que Flamanville ça soit associé uniquement à sa centrale nucléaire. Ouais, parce qu'au début je savais bien qu'il y avait un truc particulier sur Flamanville, mais je savais pas trop ce que c'était. Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a une centrale nucléaire qui est hyper connue quoi. Mais du coup on va faire un tour du patelin rapide. Et ensuite on parle nucléaire. On a des maisons comme ça, qui ont l'air d'époque. Là il y en a une autre qui est assez jolie. Alors les panneaux ils sont orange. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des travaux en ce moment. Donc voilà, en fait il n'y a rien de spécial dans cette ville là, hein, juste des petits commerces, une boulangerie, une pharmacie. D'ailleurs j'ai pris mes médocs. Et en fait, oui, en fait, c'est juste des habitations, quoi, comme la plupart des patelins français, quoi. Alors, pour ce qui est des déchets, c'est comme dans les autres villes, en fait, il y en a partout. Enfin, il y en a partout, il y en a il y en a par terre et tout, quoi. Ça change pas vraiment des autres villes. Pour ça, c'est assez uniforme, quoi. Attends, avant de partir, il y a quand même cette tour-là qu'on voit pas dans tous les patelins, hein. Donc, alors je sais pas ce qu'elle défend, mais elle défend toujours. Donc c'est à côté de l'église et puis il y a un mémorial juste devant. Voilà. Donc il y a un petit point particulier que j'ai trouvé qu'on pourra retenir autre que la centrale nucléaire, quoi. Alors, avant de partir, je suis allé voir sur Google Maps un peu où c'était et du coup un peu les avis. Et il y a des avis, ils sont super marrants. Il y en a qui disent j'ai apprécié le poisson avec 3 yeux, mais par contre la carotte de 2 mètres j'ai eu du mal à la finir, tu vois, des trucs comme ça, genre avec des trucs un peu humoristiques et tout. Et il y en a qui disent le nucléaire c'est pas bien, machin et tout. Donc il y a plein de commentaires, c'est assez marrant de voir la réaction des gens. Il y en a qui disent tiens, je suis venu en stage sur ce chantier là, donc ils mettent 5 étoiles. Alors souvent t'as soit 5 étoiles soit 1 étoile, quoi. Il y a pas beaucoup entre les deux, quoi. Donc c'est assez amusant à voir. Je te mettrai peut-être un lien justement pour aller voir les commentaires. Sinon tu tapes Flamanville centrale machin et tu vas voir les commentaires, quoi. Donc on va aller voir ce truc là. J'ai vu qu'il y avait un château aussi, donc on va passer devant le château avant parce que quand même c'est un point particulier de Flamanville, quoi. Et voilà le château de Flamanville. C'est magnifique. Alors il y a de l'eau un peu sur les côtés. Waouh. Et là c'est la forêt où j'étais tout à l'heure, à côté de la tour là. Waouh. Alors régulièrement il y a des expositions dans le château. Donc normalement ça s'ouvre à 14h, il est 14h01. Et du coup je pense que... Je sais pas s'il y en a aujourd'hui. Il y a une porte ouverte. Non, mais je pense pas qu'il y a le droit d'aller là. On va aller voir ailleurs. Regarde-moi cet arbre magnifique. Et là, tadam, le château. On est un peu à contre-jour là. Donc je pense qu'à la base il devait y avoir une espèce de truc défensif, tu vois, il reste des tours et tout. Et qu'à l'après ils ont fait un truc un peu plus joli, un peu plus en mode renaissance et tout, quoi. Cool, il doit y avoir un circuit d'orientation. Et ces trucs là en fait tu dois trouver des balises et tu poinçonnes ton bout de papier avec ça. Et il doit y avoir ça dans le parc. Génial, j'adorais faire les courses d'orientation là quand j'étais... Même au lycée, hein, j'adorais ça, franchement c'est super stylé. En plus tu vas dans des endroits souvent de nature et tout. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, je suis dans le jardin du château. Alors c'est essentiellement des fleurs. Tu vois là il y a une petite cuve au milieu. Il y a le château derrière. Donc les fleurs elles sont toutes là comme en rang, comme des patates, quoi. Comme un champ de patates mais en beaucoup plus coloré. Ok, j'ai compris. C'est jusqu'au 23 septembre et on est le 24. Donc ça y est, c'est mort. Bon du coup on va à la centrale nucléaire. Là ça va être ouvert normalement. Allez hop, let's go. Alors je suis sur le parking des visiteurs. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de visiteurs. Allez, on va voir ça. Donc là je suis dans l'enceinte du truc, là tu vois, derrière il y a des barbelés et tout. C'est un lieu qui est assez impressionnant. C'est...
je sais pas, il y a un truc qui émane là, c'est impressionnant, ouais, clairement. Je sors de la centrale nucléaire de Flamanville, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment incroyable. En fait, ils ont un centre d'information et où ils t'expliquent tous les fonctionnements et tout. Et en plus, à Flamanville, donc ça je savais pas, je l'ai appris sur place, mais il y a l'EPR, donc c'est le nouveau réacteur qui va être mis en place. Et en fait, c'est la dernière génération qui va faire des déchets en moins, qui va produire plus pour la même quantité d'uranium à la base. Donc franchement, il y a eu des infos en plus qu'il n'y a pas forcément dans les autres. Et alors c'est super intéressant. On peut en dire ce qu'on veut, le génie humain, dans son côté technique et tout, c'est vraiment impressionnant. On a fait des choses formidables. Alors après, ça soulève quelques problèmes, évidemment. Mais avant de parler de ça, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que j'ai trouvé ça juste trop cool, quoi. Enfin, les systèmes et tout, c'est hyper intéressant. Alors d'abord, il faut expliquer comment on crée l'électricité, tout simplement. Parce qu'au final, que ça soit une éolienne, une turbine de barrage, une centrale électrique ou à charbon ou n'importe quoi, le système de fonctionnement de faire l'électricité, ça fonctionne toujours pareil en fait. C'est juste la manière de le faire tourner qui change. Et donc, là, donc le système électrique, souvent c'est une bobine qui est à l'intérieur, et il y a des aimants autour, et en fait quand on fait tourner la bobine, ça crée un courant, et ce courant-là, ensuite on peut le mettre dans le réseau. Donc plus la bobine est grande, plus la bobine tourne vite, ou ce genre de choses, et plus on produit d'électricité. Donc ça c'est pour la turbine simplifiée. Alors maintenant, comment on fait tourner cette fameuse bobine? Eh ben là par contre, il y a plein de solutions. Tu prends une rivière et puis tu mets un moulin dessus et puis ça fait tourner la bobine. Bon, tu pédales avec ton vélo, il y a une dynamo, ça fait tourner la dynamo pour allumer la lampe du vélo. Bon, maintenant, le problème principal, c'est la quantité. C'est-à-dire que tu vas pas pédaler pour alimenter toute ta maison, ta machine à laver. Parce que il y a un petit test de vélo là que j'ai fait où tu pédales pour voir, en fonction de la vitesse où tu pédales, ça te dit quel type d'instrument ça alimente. Donc jusque au sèche-cheveux, à l'aspirateur, ça va, tu sais, tu pédales, ça le fait bien. Mais quand faut taper dans le lave-vaisselle, le micro-ondes ou le lave-linge, je peux dire que tu n'arrives pas à pédaler. En fait, il faut être deux, il faut un qui pédale et un qui fait la manivelle derrière pour réussir à atteindre ce truc-là. Puis tu as intérêt de tourner le truc vachement vite. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé le nucléaire. Donc, on s'est servi du nucléaire pour faire tourner ces bobines plus vite. Donc, comment ça fonctionne? Tu as d'abord, en fait, le nucléaire, donc la partie uranium, qui va venir chauffer de l'eau. Donc on chauffe de l'eau à très haute température, je crois que ça monte jusqu'à 320 degrés. Mais pour que cette eau-là elle reste liquide, on la compresse. C'est-à-dire que l'eau, même à 320 degrés, elle est encore liquide. Donc elle reste compressée donc dans des tubes spécifiques. Il y en a 4 dans le truc. Et les 4 tubes compressent l'eau. Et il y a un autre circuit, donc là c'est le circuit primaire, qui est clairement quasiment en contact avec l'uranium, le truc radioactif. Il y a un autre circuit qui arrive, qui passe dans cette bobine-là, donc au milieu, qui est réchauffé par l'eau qui est à 320 degrés. Donc l'eau, elle passe, elle se réchauffe, et elle va plus loin, donc elle se transforme en vapeur, et elle va faire tourner cette fameuse turbine. Donc elle passe dans plusieurs trucs qui font tourner. On la réutilise plusieurs fois jusqu'à temps qu'elle redevienne liquide. Quand elle est trop refroidie, elle redevient liquide. Elle repasse dans ce fameux conduit, elle se refait réchauffer par l'eau à 320. C'est un peu technique, j'espère que je suis clair. Je te mettrai de toute façon des petites images et tout pour agrémenter la discussion. Et puis une fois qu'on a l'eau là qui est plus sous forme de vapeur mais qui est encore chaude, on la refroidit. Donc il y a un troisième circuit, le circuit de refroidissement. Donc là à Flamanville, on a l'avantage d'être auprès de la mer, donc c'est-à-dire que l'eau elle vient direct de la mer. On pompe 45 mètres cubes à la seconde. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de malade. 45 mètres cubes à la seconde. Ça a fait des tuyaux qui font 3 mètres de diamètre, mais qui sont juste énormes. Pour refroidir, le circuit secondaire qui, lui, pour le remettre sous forme liquide, pour qu'il refroidisse bien, et qu'il aille ensuite se réchauffer, se retransformer en vapeur, et ainsi de suite. Ça tourne comme ça, indéfiniment. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut s'intéresser un peu à l'histoire de l'électricité. Je ne vais pas te faire toute la démo, l'invention de la pile et tout le bordel. De toute façon, je vais tout expliquer en fait dans le truc. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir comment on a évolué dans le temps. C'est-à-dire que
Avant, chacun produisait son truc soi-même. Enfin, il y avait plus ou moins une gestion de l'électricité par département, ou enfin par région, quoi. Et qu'après la guerre, tout a été regroupé sur Électricité de France, EDF. Et en fait, le général de Gaulle, pour rendre la France indépendante énergétiquement des autres pays et tout, il a décidé de tout miser sur le nucléaire et de développer cette technologie-là qui avait été développée pendant la guerre aussi avec les bombes et tout. Et donc de devenir indépendant des autres pays, de plus avoir, je sais pas, devoir avoir du charbon parce qu'on n'en a pas, ou tu vois, ce genre de truc. Et d'être sûr d'avoir de l'électricité tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment un truc, EDF, ça a été créé en 1946, je crois, à la suite justement de la guerre, pour que toute la France soit unifiée, qu'il y ait un réseau national, quoi. Ce qui est important à comprendre, c'est que le nucléaire, donc qui correspond à peu près à 80% de la consommation des Français, c'est quelque chose qui sert de base. Donc ça sert de base, il y a une grosse consommation, donc avec le nucléaire, on fait toute la base, et ensuite on ajuste avec l'hydraulique, avec quelques autres énergies comme les centrales combustibles, enfin tu sais, genre pas charbon on n'a plus, mais genre tout ce qui est essence ou gaz, et qui ceux-là sont beaucoup plus flexibles. Le nucléaire, c'est pas du tout flexible, mais ça fait une grosse quantité d'énergie de base qui permet d'alimenter à peu près partout sur le réseau. Et ensuite, en fonction des besoins, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs centrales, notamment à gaz auprès de Paris en gros, qui permet, quand il y a des grosses demandes, de réagir très rapidement, de faire de l'électricité en plus, ou tu vois, ce genre de choses. Mais sinon, on a besoin en fait d'une grosse quantité d'électricité en permanence, sauf un peu moins l'été, tout ça. Et les centrales nucléaires là-dessus sont très peu flexibles, c'est-à-dire qu'elles produisent, il ne s'agit pas de, tu sais, tu commences à faire la réaction de nucléaire, tout ça, il ne s'agit pas de dire, tiens, là on n'a plus besoin, là pour cette nuit, on ralentit le truc. Non, je veux dire, le truc c'est parti, on contrôle, mais enfin voilà, il n'y a pas non plus des grosses différences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti à produire, on produit en masse. Et pourquoi on produit en masse? Parce qu'il y a une demande en masse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que on s'est dit, voilà, nous on a besoin de telle quantité, on va en faire une grosse partie avec du nucléaire. Voilà, c'est la solution. Maintenant, s'il y avait une très petite quantité, on n'aurait jamais construit des centrales. Là, tu vois peut-être où je veux en venir, mais on en parlera tout à l'heure. Au niveau du fonctionnement chimique du truc, il m'a expliqué, mais je peux te faire vite fait. Il y a une bien meilleure vidéo qui parle de ça, de science étonnante, que je te mettrai en commentaire pour que tu puisses aller voir comment ça fonctionne, le nucléaire et tout. Mais en gros, voilà, il y a des atomes d'uranium et on va envoyer un neutron dedans, ça va le péter. Et quand le truc il pète, il déploie d'autres neutrons qui vont aussi péter des trucs. Et en fait, on peut gérer ça. Alors, à la période où ça a été construit, cette centrale-là, il faut savoir qu'il y avait des grandes mines de fer qui étaient exploitées dans cette région et qu'en fait, elles ont été fermées parce que soit elles étaient plus rentables ou soit il n'y avait plus assez de fer à extraire et que la région s'est retrouvée avec une masse de personnes sans emploi qui étaient mineurs avant et puis qui ne savaient plus trop quoi faire parce qu'il n'y avait plus de mines. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que le projet a été mis sur la table et ils ont dit, voilà, ça va créer plein d'emplois, ça va faire plein de boulot pour toute la région. Et donc, ça a été déclaré comme grand chantier et tout. Et quand c'est déclaré comme ça, ils sont obligés de prendre des personnes de la région. Donc, il y a eu beaucoup de personnes formées et tout. Ça a été une grande source d'emploi. Bon, moi, l'emploi, tu sais à peu près ce que j'en pense. En tout cas, ça a sauvé la région en quelque sorte. Ça emploie encore beaucoup de personnes parce que là, en fait, en ce moment, il y a l'EPR. Donc, c'est le tout nouveau réacteur qui est dernière génération. C'est le premier en France à être installé de cette génération-là, qui permet de faire moins de déchets, de produire avec la même quantité d'uranium plus d'énergie. Donc ça va plutôt dans le bon sens, si tu veux. Et donc en ce moment, en général, il y a 1200 employés pour toute la station. Mais là, pour la maintenance, parce qu'ils sont pareil, ils rénovent tous les 10 ans, ils vérifient toutes les pièces d'un des centrales, quoi. Donc il y a 1000 personnes en plus pour cette opération-là. Et il y a 4500 personnes sur le chantier de l'EPR. Pour justement parce qu'ils sont en retard en plus, ils ont pris beaucoup de retard, donc il y a plein de polémiques là-dessus. Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu iras voir sur les forums, mais c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Mais en gros, voilà, il y a 4500 personnes en plus pour finir ce truc-là, ce dernier chantier, donc qui coûte beaucoup plus, 3 ou 4 fois plus que ce qui avait été prévu à la base. Et en gros, aux alentours de 11 milliards qu'on estime que ça va coûter. Ça devrait fonctionner
correctement fin 2019. Donc on verra ça. En plus, j'ai appris qu'on pouvait visiter, c'est gratuit. On peut visiter la centrale, mais c'est que pendant l'été, donc je suis arrivé un peu trop tard. Donc l'année prochaine, bah, si je passe dans le coin, ou l'été prochain, tu vois, ça me tenterait bien de venir visiter, bah, tu vois, plus près, quoi, les bâtiments et tout. Et puis, alors du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, plein d'emplois et tout. Et bah, c'est un peu sauver la région, quoi. Là où ça pose problème, où on entend le plus parler, c'est tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que on a entendu Fukushima très récemment, c'était 2011. Il y a eu Tchernobyl évidemment. D'ailleurs, Tchernobyl, j'ai pu le visiter en réalité virtuelle chez un pote. Donc, je me suis franchement bien marré. Merci, tu te reconnaîtras de toute façon. Je sais que tu regardes mes vidéos. Mais visiter Tchernobyl en réalité virtuelle, donc tu sais, c'est le casque que tu te fous sur les yeux là. Franchement, c'est génial. Il faudrait que je te reparle de ce truc-là. Et il y a eu une autre, la toute première en 1979, enfin la première grosse en 1979 qui s'est passée en Amérique, où il y a eu un problème, en gros, il y a eu un problème de refroidissement. C'est-à-dire que le truc, il y a eu une fuite d'eau, je sais pas quoi, on n'arrivait plus à refroidir, et du coup, bah, quand tu n'arrives plus à refroidir, parce que c'est noyé dans l'eau normalement pour refroidir, et puis ainsi de suite. Et quand on n'arrive plus à le refroidir, bah, le truc il se met à fusionner et à faire une espèce de grosse boule de lave, quoi, enfin de lave nucléaire, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça, bah, quand ça se répand et tout, c'est une catastrophe, quoi. Ça peut s'enterrer dans le sol tellement c'est chaud, bah, tant que ça n'a pas refroidi, ça creuse, quoi. Donc c'est un truc de malade, c'est comme tu crées une sorte de boule de magma qui peut tout transpercer, donc ça peut être hyper dangereux. Et justement, à chaque fois, c'est comme pour les avions, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, un truc, on trouve pourquoi il y a eu le problème, et on remet des nouvelles normes, des nouveaux trucs, et c'est pour ça que aussi que le chantier prend du retard, c'est-à-dire que le chantier il commence à telle date, mais sauf qu'il y en a pour plusieurs années, et s'il y a un petit problème qui se passe quelque part, et ben ils refont des nouvelles normes, donc faut prendre 2 mois pour vérifier si ce qu'on a fait à l'origine, ça correspond aux nouvelles normes. Si ça correspond, bah, tu as perdu 2 mois. Si ça correspond pas, bah, tu dois réadapter. Donc là, tu prends des retards sur le chantier, ça coûte beaucoup plus cher. Sur le chantier de Flamanville, bah, là, avec le PR, il y a eu des problèmes de soudure ou de je sais pas trop quoi, de cuve qui n'étaient pas aux normes. Donc ils ont pris du retard, voilà. Bon, bah tant pis, quoi. Et ça coûte beaucoup plus cher aux citoyens qui payent, forcément. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc ces crises-là, elles sont plus ou moins gérées. Sur le dernier, il y a vraiment des trucs qui sont faits, qui sont incroyables. Genre, si jamais ça se met à fondre, dans le dernier des cas, il y a un récupérateur de ce magma-là avec des matériaux beaucoup plus résistants, où ça ne va pas s'enfoncer dans le sol et tout détruire. Il y a une protection de béton, mais beaucoup plus ferraille et tout. Il y a un avion de ligne ou un missile qui peut s'écraser dessus, ça ne remettra pas en cause le truc et ça risque pas d'exploser. Donc c'est vraiment une protection de ouf. Maintenant, au lieu d'avoir 2 bâtiments où ils sortent le matériau qui a été utilisé, qui est radioactif et tout, où ils le traitent et où ils le mettent, avant il y avait 2 bâtiments qui servaient à ça, donc où il y en a un qui marche pas, ben, il y a l'autre. Maintenant il y en a 4, donc comme ça, c'est vraiment ils sont plus indépendants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, même s'il y en a 3 qui pètent, la centrale elle fonctionne normalement. Donc avant de péter les 3, déjà faut y aller. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la sécurité? Ouais, il y a tout ce qui est inondation, séisme. Donc là, par rapport à Fukushima, justement, qui a été provoqué par un séisme et une inondation, tout ça. Là, en fait, ils prennent sur 1000 ans les pires séismes et les pires inondations, et ils font en sorte que la centrale peut résister au pire de tout ce qui est arrivé depuis 1000 ans. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne idée, parce que comme le climat se réchauffe et qu'il y a des risques de nouveaux trucs qu'on n'a pas vu avant, c'est plutôt une bonne idée de prendre large et de se mettre bien au-dessus au niveau des normes. Dans les nouvelles stations, il y a un truc, c'est que non seulement il y a les humains qui contrôlent le truc, mais si la centrale, elle voit qu'il y a des données qui sont pas logiques et tout, et que ça commence à partir en couille, elle peut d'elle-même dire bah là c'est trop dangereux, et à partir d'un certain seuil, clac, elle éteint tout. C'est-à-dire que ils m'ont dit, enfin c'est incroyable, en 3 secondes ils peuvent arrêter la centrale. Parce que normalement tu sais, il faut des mois pour, faut au moins plusieurs semaines pour la ralentir progressivement pour pas qu'elle soit abîmée. Mais si jamais il y a un problème majeur, en 3 secondes on éteint la centrale. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a été fait spécialement où si ça se passe mal, en fait c'est maintenu en l'air par des aimants, et donc tu coupes l'alimentation des aimants, le truc il plonge.
dans de l'eau et il est éteint. Par contre, après, pour relancer la machine, enfin, c'est vraiment le truc d'urgence, parce que si tu mets en place ce truc-là, tout est bousculé et tout, enfin, ok, ça s'éteint. Par contre, pour relancer derrière, enfin, ça va prendre sûrement des mois, tu vois, déjà de refaire l'état des lieux, voir ce qui a été abîmé, machin, voir si tout est en bon état. Donc, c'est une solution d'urgence, mais au moins, bah, c'est une protection, tu vois. Alors maintenant, est-ce que le nucléaire, c'est bien ou c'est mal? Eh bien, la réponse, elle se trouve quelque part entre les deux, parce que c'est ni bien ni mal, c'est juste la solution qu'on a actuellement. Et que si on a le nucléaire actuellement, c'est parce qu'on a une grosse demande. C'est en fonction de l'offre et de la demande et des choix politiques qui ont été faits. Donc, si jamais tu as répondu oui au sondage au début, donc c'est dire que tu es pour, et donc là, il n'y a pas trop grand chose à faire. Maintenant, si tu as dit que tu étais contre, eh ben, la meilleure solution que tu puisses faire pour lutter contre le nucléaire, c'est pas des petites manifestations, je sais pas où, c'est surtout essayer de te priver de l'électricité. Parce que la réalité, c'est que si on coupe le nucléaire, maintenant tout de suite, on appuie sur tous les boutons, le bouton magique qui coupe en 3 secondes là. On appuie sur ça sur les 58 réacteurs qu'on a en France. La réalité, c'est que le frigo, la plaque de cuisson, le chauffage électrique, tout ce qui est micro-ondes, machine à laver, tu peux y dire adieu, c'est terminé, c'est même plus la peine d'y penser. Et on va se donner le tour pour recharger le smartphone parce qu'il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde. Donc c'est ça la réalité en France de l'électricité. Donc le meilleur moyen de lutter, si jamais tu veux lutter contre le nucléaire, c'est de vivre sans électricité ou avec le moins possible. Où tu poses 3 panneaux sur ta maison et puis tu produis toi-même ton électricité. En dehors du nucléaire, avec tout ce que ça implique aussi, que forcément tu n'en as pas la nuit et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, la réponse elle n'est pas tranchée, c'est beaucoup plus compliqué. Va pas croire que c'est l'exposition qui m'a fait changer d'avis, ça fait un moment que je réfléchis à ça. Il y a vraiment une multitude de moyens de créer de l'électricité, sauf que pour l'instant, les énergies dites renouvelables en France, c'est une part toute petite, vraiment infime, c'est de l'ordre de quelques pourcents, et la grosse majorité, c'est d'abord le nucléaire à 80%, ensuite c'est l'hydraulique, qui permet aussi de bien stabiliser quand il y a plus de besoin ou pas. C'est très rapide l'hydraulique, il suffit juste d'ouvrir la vanne et on a de l'électricité. Donc là, c'est les centrales à gaz. Là, on a les centrales nucléaires, comme à l'endroit où je suis. Ça, c'est les éoliennes. Et là, on a le système de barrage. Le nucléaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. On ne peut pas utiliser que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à 80%, parce que c'est pas assez flexible. Mais on ne peut pas utiliser tout le reste, parce que sinon, on n'a que dalle. Et donc, s'il y a un changement, il sera très progressif. Pour démanteler une station nucléaire, enfin une centrale, là, il faut au moins 50 ans d'estimer, parce que là, la première qu'on a voulu essayer de démanteler, elle n'est toujours pas finie, ça fait déjà 30 ans et il reste encore beaucoup de boulot. Donc, c'est très compliqué à démanteler. Maintenant, c'est possible, mais il va falloir réduire la consommation, c'est évident. Donc, mon avis sur la question, il n'est pas du tout tranché. En fait, la manière dont je fonctionne, c'est que, pour moi, c'est un jeu. C'est-à-dire que, dans un jeu, les règles du jeu actuel, c'est ça. Comment on fait pour changer? Il faut d'abord commencer par réduire sa consommation pour que les autres énergies deviennent plus compétitives et qu'on puisse trouver un juste milieu entre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le nucléaire, évidemment, il y a des déchets radioactifs, ça j'en ai pas parlé, pourtant j'ai pris plein de photos là-dessus et tout, il y a des déchets qui se propagent sur des millions d'années, c'est le gros problème, mais dans un sens ça produit pas de CO2 immédiatement, donc tu vois, c'est un calcul à faire, soit on laisse ça pour nos enfants et tant pis, quoi, enfin pour les prochaines générations, ou soit on essaye de faire autrement, mais il faut réduire drastiquement notre consommation, donc c'est un choix à faire. Et est-ce qu'on va être des bons joueurs sur ce coup-là? Ça c'est une bonne question. Voilà, l'idée c'est de pas défoncer l'environnement non plus, donc de faire ça, quitte à faire un truc, à garder des déchets, les garder correctement dans un truc. Et puis voilà, si tu veux en savoir plus, justement sur ça, sur toutes ces questions d'énergie et sur les énergies renouvelables, il y a un mec qui a une chaîne YouTube, Le Réveilleur. Donc je te mettrai un lien d'une playlist qu'il a fait sur l'énergie renouvelable, enfin sur les énergies en général. Et en fait, il est hyper intéressant, il vulgarise en fait ce que c'est que les énergies. Il a détaillé une vidéo pour l'éolienne, une vidéo pour le solaire, l'hydraulique et tout. Il explique plein d'autres trucs sur l'économie et sur
l'environnement en général. Donc va voir sa chaîne, c'est hyper intéressant, je te la mets en lien dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis amuse-toi bien, salut!